partir de 13 ans, j'ai commencé à me nourrir de paquets de chips qui traînaient, des pâtisseries, des biscuits. Je me mettais devant la télé et petit à petit, j'ai commencé à manger plus. Il y avait aussi beaucoup de publicités qui me montraient des trucs qui avaient l'air super bons, donc j'avais besoin de tout essayer. À l'époque où j'étais à l'école, j'étais pas mal critiquée par rapport à mon poids. J'étais en colère contre moi-même, de me dire mais pourquoi moi je prends autant de poids? Pourquoi je suis si moche? Pourquoi les gens me considèrent comme un monstre? Pourquoi je me fais insulter dans la rue par des gens que je connais même pas, simplement à cause de mon physique? Je m'en voulais énormément de prendre autant de poids et pas réussi à le perdre. Ça avait l'air pourtant tellement facile quand on regarde des films où des gens arrivent à perdre beaucoup de poids. Mais dans la réalité, c'est pas comme dans un film. Carole a 34 ans aujourd'hui. Elle vit dans la région lausannoise. Dès son adolescence, elle se nourrit surtout de sandwichs, de snacks, de produits vite achetés, vite dévorés et de boissons sucrées. En 2 mots, de la junk food. Plus je mangeais, plus je me sentais mal, plus j'avais des problèmes avec le regard des autres. Et plus je remangeais pour me sentir bien. Chaque fois, c'était une boucle infernale où j'arrivais pas à sortir. Puis les doses commençaient à augmenter de plus en plus. Des choses plus sucrées ou plus salées ou qui ont plus de goût. Je perdais le contrôle petit à petit. Le sel, le sucre, le gras. Les 3 ingrédients qui rendent les produits alimentaires irrésistibles. Des ingrédients calibrés au gramme près dans les laboratoires de l'industrie alimentaire du monde entier. L'un des meilleurs connaisseurs de cette industrie nous dévoile les stratégies du Big Food, les géants de l'alimentaire. Those 3 ingredients are so powerful. Salt, they call it the flavor burst because typically it's on the surface of chips, on snacks. It's the first thing that touches the tongue. They love fats as well because those are what they call the mouthfeel, the sensation of biting into a warm toasted cheese sandwich. And then probably the most powerful of the 3 for many people is sugar. Just by natural, by basic instinct. And so the industry has engineered what they call the bliss point for the perfect amount of sugar in products, not too little, not too much, working on maximizing the allure of their products. Pour son livre, le journaliste d'investigation a enquêté pendant 10 ans dans les entrailles du Big Food sur la fabrication des produits transformés. I resisted calling their products addictive because it seemed crazy to me to compare Oreo cookies with heroin. It just seemed ludicrous. But I have to say that several things completely changed my mind, and I'm now convinced that in some ways these food products are even more problematic for us than tobacco, alcohol, even some kinds of drugs. Car oui, aujourd'hui les preuves s'accumulent contre ces produits ultra transformés par l'industrie, des produits directement liés à l'explosion de l'obésité et du surpoids dans le monde. Carole est suivie par l'unité spécialisée en obésité du CHUV à Lausanne. Il y a 2 ans, elle a failli mourir de son obésité, pouvant à peine se déplacer et même respirer. Elle vient de subir une chirurgie bariatrique qui a drastiquement réduit la taille de son estomac. Voilà, je vous en prie, je vous laisse passer. Ce jour-là, elle est accueillie par une endocrinologue et une psychiatre. Installez-vous. Carole a déjà perdu 35 kilos, mais il faut tout réapprendre, à manger, à retrouver les sensations de faim et de satiété. À retrouver une estime d'elle-même, elle est tout au début d'un long combat. Comment ça se passe pour vous?
j'ai l'impression que j'ai pas changé, que j'ai pas perdu de poids. Quand je me regarde dans un miroir, je vois pas de différence avec avant. Je vois seulement au niveau des habits. Sauf là, le t-shirt que j'ai mis aujourd'hui, il était trop petit. Puis je peux de nouveau le mettre et je vois, il y a aussi des pantalons trop petits que je peux de nouveau le mettre. Et d'autres, par contre, que je peux plus mettre parce qu'ils sont trop grands. Vous voulez bien? Ok. La consultation multidisciplinaire du CHUV traite quelques 1500 patients obèses, dont 220 souffrent comme Carole d'une obésité extrême. On a vraiment une explosion de ces patients qui souffrent d'obésité extrême. Notre environnement, au cours de ces dernières décennies, a été profondément modifié avec un environnement qu'on dit obésogène. Dans cet environnement toxique, j'ai envie de dire un environnement toxique sur le plan calorique, où on est incité par des messages publicitaires ou par des offres promotionnelles à manger toujours plus, et souvent en moins bonne qualité. Eh bien, je pense qu'au fond, notre liberté à nous d'individus, elle est ici entravée. En Suisse, on compte 42% de personnes en surpoids, dont 10% d'obèses. Il y a une conjonction entre l'arrivée de cette nourriture ultra transformée, de cette junk food, et la baisse de l'activité physique, l'augmentation du temps d'écran. C'est l'ensemble de cet environnement qui favorise l'explosion de l'obésité qu'on observe actuellement. Ce qu'on voit de plus en plus, en tout cas dans la littérature scientifique, c'est un lien très clair entre obésité et nourriture industrielle ultra transformée. Absolument. C'est vrai que les aliments ultra transformés sont des aliments qui apportent souvent des calories en quantité extrêmement importante et qui ne génèrent pas nécessairement un sentiment de satiété. Et ces aliments-là sont évidemment particulièrement pointés dans l'explosion de la prévalence de l'obésité. Qu'une spécialiste de l'obésité pointe du doigt des aliments malsains, c'est une chose. Que le numéro 1 mondial de l'alimentaire le fasse, c'est tout autre chose. C'est un tremblement de terre chez Nestlé, géant mondial de l'agroalimentaire. Un document interne à l'entreprise a fuité dans la presse. Document dans lequel le groupe admet qu'une majorité de ses propres produits sont mauvais pour la santé. Le document révélé par le Financial Times chiffre à plus de 60% les produits alimentaires Nestlé qui sont malsains, mis à part le café, les aliments pour bébés et les alicaments. Un document destiné aux cadres dirigeants comme base de réflexion sur la stratégie de la multinationale. Comment affronte-t-on une telle révélation à l'écho mondial? Nestlé nous a ouvert ses portes pour répondre à nos questions. Fin mai, il y a un document interne qui fuite, qui était publié par un journal anglais, le Financial Times, où une évaluation interne nous dit qu'en tout cas, plus de 60% des produits ne sont pas considérés comme étant sains. Est-ce que ça a été un choc à l'intérieur en se disant « mais mon Dieu, il y a plus de produits, bien plus que ce qu'on pensait, qui sont sous ce seuil d'aliments sains ». Ça a été une prise de conscience. Et puis, dès que cette prise de conscience a eu lieu, on s'est dit on doit faire quelque chose. Et donc, moi-même, je fais partie d'une équipe qui travaille actuellement sur un projet qui va être annoncé en 2022 pour voir quelle direction prendra notre gamme de produits chez Nestlé ici en Suisse et ailleurs dans le monde. Lesquels est-ce qu'on devrait garder? Lesquels est-ce qu'on devrait peut-être se départir? Et lesquels on peut reformuler? Et ça, c'est un choix, une politique que vous suivez, peut-être je répète ma question, mais parce qu'il y a une vraie prise de conscience que certains de vos aliments sont malsains ou parce qu'il s'agit de continuer à vendre et à rester le numéro 1 mondial? Je pense que c'est d'être là pour le consommateur, là où il est présentement. Et on a vu, particulièrement avec COVID, que les gens, la santé, l'immunité, c'est de plus en plus important pour eux. Les sucres, c'est quelque chose les gens sont de plus en plus conscients qu'il faut réduire sa consommation de sucre. Et nous, on est là pour accompagner le consommateur dans ce voyage pour mieux manger et rester en santé. Nestlé a déjà revendu certaines gammes de produits comme les charcuteries. Mais la multinationale suisse, comme les autres géants mondiaux de l'alimentaire, aurait pu changer de cap bien plus tôt. Nous sommes à Minneapolis, aux États-Unis, il y a plus de 20 ans, le 8 avril 1999.
Une réunion secrète rassemble les dirigeants des 8 plus grands fabricants américains, dont Nestlé USA. Le thème de la rencontre, leur rôle dans l'une des plus graves crises de santé publique, l'épidémie d'obésité, qui ravage déjà les États-Unis. There's growing concern about their culpability of their products to weight gain, to diabetes, to even several types of cancer. And they get together, and one of them, a gentleman named Michael Mudd, who's an executive vice president of Kraft, one of the biggest companies of all, introduces the crowd and gets up and explains the situation. Nous ne pouvons pas prétendre que l'alimentation ne fait pas partie du problème de l'obésité. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de ne rien faire. As you can imagine, he was not well received by the heads of the company. And one of the company executives gets up and he's kind of visibly angry and he goes, look, there's no way, he says, that we're going to mess around with the company jewels, referring to their powerful ingredients like salt, sugar, fat, if that's going to diminish the allure, the attractiveness of the sales of our products. And that defines the position of the industry today, which is we're companies, we're not philanthropies, we're in the business of making money by giving people what they want. Pas question donc pour ces grands fabricants de changer quoi que ce soit, nous allons le voir. La réunion s'achève abruptement, mais elle révèle un fait capital. From that moment on, we know that they know that there are serious health consequences of a public that's becoming overly dependent on their products, and going forward, they can't take that away. Et rien n'arrête l'épidémie d'obésité, comme le montre cette carte d'un site spécialisé. Non seulement il y a prise de poids dans la population mondiale, mais il y a de plus en plus d'obésité sévère en rouge foncé sur la carte. L'un des pays les plus touchés, c'est le Mexique. Un pays emblématique avec plus de 3/4 des adultes en surpoids ou obèses. Et avec l'un des taux d'obésité infantile les plus élevés au monde. Dans les épiceries, pas moyen d'échapper à la junk food qui occupe presque tous les rayons. Toutes les couches de la population sont touchées par le fléau de l'obésité, comme Rogelio, qui se nourrit principalement de snacks, de chips, de boissons sucrées. Desde pequeño yo he comido comida chatarra. Desde pequeño, mi mamá nunca me limitó a decir no te comas esto y come fruta. Siempre me dijo si te gusta, pues cómelo, ¿no? Chauffeur de taxi, il passe parfois 12 heures de suite dans sa voiture. Es muy sabroso y así puedo seguir trabajando. Yo estoy comiendo y puedo hacer un viaje. Me hacen la parada y puedo seguir laborando. À la maison, c'est la plupart du temps le même régime. Des aliments gras, vite préparés, bon marché, accompagnés de soda. Il a 2 enfants, une fille adolescente et un petit garçon. Mira, te voy a mostrar unas fotos donde pues sí estaba un poco obeso. Aquí estoy con mi hijo. Ahí estoy pesando aproximadamente como 120 kilos. Y en esta foto sí peso 126 kilos.
¿Estabas sufriendo de esta situación en tu cuerpo? Sí, la verdad sí estaba sufriendo. Es cuando realmente no te dan ganas ni de salir a caminar porque te sofocas muchísimo y pues la verdad te dedicas nada más a estar acostado y estar come. He procurado bajar un poco más de peso, pues vivir más años, ¿no? Medio cuerpo nada más. A ver, es que quiero sacar una cámara, una película. No hagan ruido, qué sorpresa. Ahora le echamos gelatina. No, pues fíjense que yo también estoy bien preocupada por la alimentación hoy de los niños, porque la mera verdad, sí, los niños de hoy ya no comen verduras. Y se los voy a decir yo por experiencia que soy la cocinera de esta casa. Hago verduras y hacen el feo y me rompen mi corazón. Yo como madre no lo veo, ¿no? Ese aspecto como de, ay, pues está chiquito, no le pasa nada. Ay, pues que lo coma, no importa. Pero sí hay un problema, porque hay muchos niños con obesidad, hay mucha obesidad infantil. Yo trabajo en un mercado y la verdad me da mucha pena ver que hay madres jovencitas que a los niños en lugar de darles de comer una fruta, van, le compran las donitas con azúcar y un chocolate Nesquik. Ese es el desayuno y la verdad sí da mucha pena. La lutte contre l'obésité est bien sûr une priorité du gouvernement actuel. L'un de ses membres les plus actifs dans ce combat, c'est Hugo López-Gatell, médecin, proche du président et ministre adjoint de la Santé. Aproximadamente una tercera parte de las causas de muerte o de los números, de la cantidad de personas que mueren todos los años en México, al menos en los últimos 15 años, la causa es la mala alimentación, el exceso en particular de azúcares, de calorías, de grasas y de sal. Cela n'a pas toujours été comme ça, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En 1980, le Mexique comptait à peine 7% d'obèses. Aujourd'hui, ils sont 5 fois plus. Entre ces deux dates, un changement radical, l'ouverture presque sans limite au commerce international. En México, en los años 80, hubo un proceso muy característico de la transformación del régimen económico y social hacia el neoliberalismo, hacia la desregulación económica, que permitió también que se desregulara los elementos de protección contra los riesgos sanitarios. La consecuencia empezó a hacerse patente pocos años después de que inició el proceso y se empezó a ver que existía un incremento en el peso de las personas y la aparición posterior, más o menos con una latencia de 10 a 15 años, de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, cánceres, etc. La bascule, c'est la signature des accords de libre-échange en 1994 avec les États-Unis et le Canada. Les produits américains inondent le marché mexicain, des produits transformés et bon marché qui remplacent l'alimentation traditionnelle. Les boissons sucrées, Coca-Cola en tête, sont le symbole de ce désastre. Leur consommation a explosé, 163 litres par an et par habitant. Es notorio que se trata de un producto que no es saludable. Por eso, en julio del año pasado les llamé veneno embotellado, les vuelvo a llamar veneno embotellado. Face au fléau, il fallait agir. Le Mexique a réussi à faire passer 3 mesures essentielles. Une taxe sur le sucre en 2014, plus récemment la restriction de la pub pour enfants et un étiquetage d'avertissement sur le devant des produits, comme sur les paquets de cigarettes. Ce sont des organisations de consommateurs, des médecins, des associations de la société civile, comme celle de Doré Castillo, qui ont fait pression pour ces mesures. Ahora están obligados a declarar si tienen un exceso de azúcares o si tienen un exceso de calorías, si hay un exceso de grasas saturadas, de grasas trans, de sodio. Esta es una medida fundamental para hacer frente al sobrepeso, la obesidad y prevenir las enfermedades no transmisibles. Una gran cantidad de marcas han cambiado las formulaciones de sus productos para disminuir la cantidad de azúcares, para despojarse del sello.
À cela s'ajoutent les restrictions de marketing sur les produits pour enfants, à l'exemple de ces céréales sans mascotte. Los cereales han tenido que sacar de las cajas a estos tigres, estos, ¿qué más había por ahí? Un elefante, había un tucán, que son esas imágenes que están plasmadas en la memoria de tantos niños y que son una estrategia de marketing para propiciar el consumo y garantizar la lealtad de la marca. Es un gran logro que ahora veamos las etiquetas presentes en la vida cotidiana y estén ayudando a las personas a tomar decisiones, pero fue una batalla muy dura, como han sido todas las batallas que se han peleado en este país para proteger la salud de las y los mexicanos. Les fabricants alimentaires ont lancé une action en justice pour s'opposer à ces avertissements, mais sans succès. Étrangement, ils estiment qu'avec ces étiquettes, les consommateurs perdent la capacité de comparer les produits et de sélectionner les portions pour maintenir un régime sain. Me parece indignante que las empresas de la industria alimentaria, multinacionales o internacionales, globales, y también las mexicanas, tengan un nivel tan alto de indolencia frente a este sufrimiento humano. Hay un fenómeno de desprecio por lo público. Las personas dirigentes de estas compañías. Y yo los he escuchado múltiples veces cuando intentan acercarse al gobierno para buscar un diálogo y en realidad tienen otras intenciones, tácticas dilatorias, dinámicas de desinformación, buscando tiempo para seguir amasando fortunas a pesar de que saben, porque claro que lo saben, que están matando personas y sobre todo personas menores de edad. nous avons contacté les plus grands fabricants et distributeurs mexicains pour qu'ils répondent à ces graves accusations, mais aucun n'a accepté nos demandes répétées d'interview. En Suisse, on est dans un tout autre registre. Ici, pour lutter contre l'obésité et le surpoids qui coûtent plus de 8 milliards de francs par an, pas de contraintes légales comme au Mexique. Le gouvernement fait confiance aux fabricants comme Migros, par exemple pour enlever quelques grammes de sucre dans ses yogourts et ses céréales. Alors on a une grande responsabilité face aux clients, lui proposer les meilleurs produits possibles. Vous savez que la santé est un des piliers stratégiques de Migros. On fait un travail supplémentaire dans l'élaboration des recettes. Les recettes sont revues en continu. On est très impliqué dans la réduction du sucre, notamment dans les boissons, mais aussi dans les yogourts, dans la réduction des graisses et du sel. Donc ce travail-là, il est fait. Pas obligatoire non plus, le Nutri-Score. Vous l'avez peut-être déjà vu sur quelques produits. C'est ce nouvel étiquetage qui classe les aliments selon leur valeur nutritionnelle sur une échelle de A à E et qui permet de comparer les produits. Les fabricants s'y sont opposés pendant des années. Coop ne l'a pas adopté pour tous ses produits, contrairement à Nestlé et à Migros. Alors tout le travail qu'on fait déjà montre qu'il n'y a pas forcément besoin en Suisse d'une législation contraignante puisque la branche et la clientèle travaillent déjà à l'amélioration des recettes. Sauf que personne ne vous surveille. Personne ne nous surveille. Pour ça, vous devez poser cette question à la Confédération. Nous allons y venir. Prenons l'exemple de la taxe sur les boissons sucrées. Elle a désormais été adoptée par plus de 50 États dans le monde, y compris par des pays européens comme la France ou le Royaume-Uni. C'est un outil qui marche. La démonstration avec une bouteille de Fanta achetée en Grande-Bretagne qui a adopté une taxe. Le sucre est remplacé en partie par des édulcorants et la bouteille ne contient plus que 4,6 grammes de sucre par décilitre. La même bouteille vendue en Suisse contient, elle, 10,3 grammes, soit plus du double de sucre. Oui, vous avez raison, 4,6 grammes, alors qu'ici, on est à 10,3 grammes. Aujourd'hui, le consommateur peine à savoir si ce qu'il consomme est sain. Le sucre s'appelle de 15 manières différentes. On n'arrive jamais à savoir quelle est sa réelle
teneur, il y a énormément d'outils marketing qui me permettent de le cacher, et ça, je trouve que c'est pas juste, et que l'État a une responsabilité et un rôle à jouer à ce niveau-là. Delphine Bachmann est l'une des députées à l'origine d'une initiative que le canton de Genève vient de déposer au Parlement fédéral. Une initiative qui demande une taxe pour limiter la teneur en sucre des boissons et des aliments transformés. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que l'industrie, elle sait très bien que les produits sont malsains. Elle sait très bien qu'elle est en train de cacher du sucre dans beaucoup de produits. Mais elle a peur de perdre le consommateur puisqu'elle l'a habitué à ça. Donc ils sont dans une démarche où ils n'ont pas du tout envie d'être transparents. Et donc, il faut une action politique. Elle a d'ailleurs commencé à émerger dans un certain nombre de cantons. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le cumul de toutes ces petites actions politiques pousse nos autorités à l'action, mais aussi permettent au fur et à mesure de sensibiliser le consommateur, de sensibiliser la population à ces thématiques pour arriver à un changement. Ces dernières années, on ne compte plus les interpellations, motions, postulats pour demander une intervention de l'État, mais sans succès. Par exemple, la restriction du marketing ciblant les enfants refusée en 2013. En 2018, le Parlement balaie l'initiative du canton de Neuchâtel demandant une taxe sur les sucres ajoutés. Pourquoi ces échecs? L'explication de Sophie Michaud-Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs et députée verte au Conseil national. Par idéologie, une majorité de ce Parlement ne veut pas de régulation pour l'économie. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est quand même la présence aussi de lobbies qui sont liés à la production et à la transformation du sucre, à l'agro-industrie. Il y a une certaine proximité avec les parlementaires. Les lobbies, c'est utile aussi parce qu'il y a de l'expertise, il y a de l'information. Mais quand c'est un intérêt sectoriel qui prend le pas, alors que là, l'impact en termes de santé publique, de finances publiques est énorme, là, c'est plus OK. Nous lui présentons le Fanta suisse, 2 fois plus sucré que le britannique, et aussi un rapport récent de la Banque mondiale qui étudie l'impact des taxes sur le sucre. La taxation des boissons sucrées est recommandée internationalement comme un élément prioritaire de la prévention et le contrôle de l'obésité. Mais c'est des exemples extrêmement parlants, mais aussi le rapport de la Banque mondiale est édifiant. Il dit que c'est vraiment une catastrophe, le sucre caché, et il faut le diminuer simplement en termes de santé publique et de finances et de santé de la population. Mais ça ne va pas toucher la majorité du Parlement. Et pourtant, la Banque mondiale, excusez-moi, c'est pas la FRC, quoi. On peut se... Bah, vous voyez. Cette majorité du Parlement, comment explique-t-elle son opposition? Nous l'avons demandé à 10 élus de droite et du centre, tous membres d'un lobby très actif, le groupement d'information sur les boissons rafraîchissantes, ou plutôt les boissons sucrées, car c'est Coca-Cola, Rivella, Red Bull et Ramsayer qui en font partie. Ce groupement affirme participer de manière active et transparente au débat politique et social. Et pourtant, sur 10 demandes d'interview, nous avons reçu 10 refus. Visiblement, le sujet dérange. Refus également d'Isabelle Moret, élue PLR et présidente de la FIAL, la Fédération des industries alimentaires suisses. Tous nous renvoient non pas à un représentant du peuple, mais à celui de l'industrie, Lorenz Hirt, directeur de la Fédération des industries alimentaires suisses. Ich denke, dass die meisten Vorstöße eben übers Ziel hinausschießen. Das ist meine persönliche Meinung auch, dass die Vorstöße eigentlich Dinge regulieren wollen, in denen die Wirtschaft zusammen mit dem Bund und auch mit den Konsumentinnen bereits auf dem richtigen Weg ist, die richtigen Weichen schon am Einschlagen ist. Das sind Prozesse, die dauern, aber die Regulierung würde hier nicht helfen. Darum werden diese Vorstöße
meines Erachtens im Parlament zu Recht auch abgelehnt regelmäßig. Selon les chiffres fournis par Lorenz Hirt, la teneur en sucre des boissons a baissé de 17% en 14 ans, celle des céréales du petit déjeuner de 13% en 2 ans. Pour les yogourts, c'est 3,5%. Les fabricants promettent de nouvelles réductions à l'avenir. Es ist eine gemeinsame Verantwortung der Industrie, des Bundes und der Konsumentinnen und Konsumenten selbst, die auch ihren Beitrag leisten müssen. Es ist alles eine Frage der Menge, weil der Konsument, der hat schon heute die Wahl zwischen einem Joghurt, das 12 Gramm Zucker drin hat und einem das, oder 12% und einem das 6 drin hat. Und wenn der Konsument wirklich so fortschrittlich ist, wie Sie das darstellen und das wirklich will, dann hat er heute die Möglichkeit. Aber er handelt nicht danach. Und das ist das Problem. Faire un choix éclairé, ce n'est pas si simple dans notre quotidien de consommateurs façonné par la publicité. Nous allons le voir dans cette école genevoise. Cette exposition apprend aux enfants les teneurs en graisse grâce à ces petites fioles et les teneurs en sucre des produits transformés. Ici, les aliments à bannir. De l'autre côté de la table, des aliments sains. Ce sont ces aliments qui sont autorisés à la récréation, pas des chips ou des sodas. Et ça marche. Les gamelles, ça ressemble à cela, à l'école des Ranches, à Vernier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as amené, du coup, pour ceux qui ne voient pas? Qu'est-ce que... Seul le canton de Genève et seul un tiers des écoles genevoises appliquent ce programme, 15 ans après sa création, par la diététicienne Sidonie Fabi. Le comportement alimentaire est quelque chose qui se construit dans la petite enfance et dans la jeune enfance. Donc avant 10 ans, on dit, c'est là où se forment la plupart des habitudes. L'industrie agroalimentaire a très très bien compris ça. Donc met en place un marketing extrêmement agressif vis-à-vis des jeunes enfants pour les habituer à cette alimentation ultra transformée, à tous ces petits goûters emballés. Alors, tu as une question, dis-moi. Oui, j'ai une question en fait. Pourquoi les entreprises, par exemple, genre marketing, qui font des trucs sucrés, ils vendent en plus grande quantité alors qu'ils savent que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que quelqu'un a une idée, du coup? Oui. Moi, je pense que c'est parce que beaucoup de gens aiment les chocolats et tout ça, et ça va se vendre beaucoup plus vite que si, par exemple, on vendait des fruits et des légumes. Donc, vu que ça se vend bien, en fait, on va en vendre plus. Donc, c'est une question de quoi, finalement? D'argent. Vous vous rendez compte que votre programme, c'est le cauchemar des industries alimentaires? Oui, oui. Mais bon, moi, je travaille pour la santé des jeunes générations, pas pour l'industrie. Donc, ça ne me pose pas de soucis. Désolée, ça Mais le combat est loin d'être On l'a gagné. appliqué tout à l'heure pour faire les Oreos. Ouais. Si vous êtes dans un magasin, vous avez envie d'acheter quoi de ce qu'il y a sur la table? On y va? Dans l'ordre? Kinder Bueno, bonbons, M&M's et des pommes. Vas-y. Moi, j'aurais amené des chips, des gaufres, des bonbons et des M&M's. C'est tout. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça m'a l'air bon. Moi, ça donne envie. Que toi? Moi, tout ce qui est de ce côté de la table. Ouais. Alors, on continue? Moi, j'aurais enlevé du Kinder Bueno, des Oreos, des M&M's, du Capri Sun et de l'Ice Tea. Craquer pour du sucré, du salé, du gras, nous l'avons tous fait. Mais pour certains, comme Rebecca, cela peut devenir un problème de santé. Cette jeune vaudoise souffre depuis 20 ans d'un trouble alimentaire compulsif. Pendant longtemps, elle avait régulièrement ce qu'on appelle des crises de boulimie. Elle mangeait une énorme quantité d'aliments pendant une courte période de temps. Ça s'est un peu installé comme ça, puis c'est devenu un peu le refuge en fait, quand voilà, il y a des émotions qui me submergent. Et parfois à l'intérieur, c'est un peu la catastrophe. Et pour moi, c'est devenu le moyen de gérer tout ça. Rebecca a fait ses courses pour nous expliquer ces crises boulimiques déclenchées par ses émotions. Un témoignage courageux.
c'est des produits que vous allez manger en une fois, si j'ai bien compris? Alors, peut-être pas la totalité, mais une grande partie, oui. C'est-à-dire que vous allez, dites-moi un petit peu comment ça se passe, vous commencez par quoi voilà. Là, je commencerai par les raviolis. Donc ça, c'est les raviolis à la viande, ouais. Avec la crème. Vous rajoutez l'entier. L'entier? Oui. Et le gruyère. Entier. Non, entier aussi. La totale. Tout doit disparaître. Tout va disparaître. Oui. Et puis après, vous arrêtez un moment ou vous continuez? Ça dépend de mon estomac, s'il peut encore accueillir quelque chose. Bon, déjà, les petits, ceux-là, ils ont déjà été mangés en trajet. En entier. En entier. Oui, oui. Ouais. Ensuite, je pense que ce serait plutôt peut-être une ou deux madeleines. Voilà. Après, un paquet de biscuits, l'un ou l'autre, c'est égal, en entier. En entier? Ouais. Hein. Et là, vous sentez comment? Ah pas bien. Enfin, les premières bouchées sont toujours bien. Enfin, il y a le goût, le plaisir quand même de manger ces aliments. Au bout d'un moment, il y a plus de plaisir. Dans ces moments-là, c'est pas possible de vous arrêter? Non, c'est vraiment physiquement que je vais m'arrêter. Quand l'estomac, il peut plus, puis que je sais presque plus comment me mettre pour pas avoir de douleur. Est-ce qu'il y a une certaine honte? Oh, beaucoup, ouais. Très grande honte. C'est pour ça que je le ferai en cachette. Pour moi, c'est une honte, parce que c'est vrai, personne ne me demande de manger ça, et puis c'est des quantités beaucoup trop grandes. Pourquoi vous nous le racontez aujourd'hui? Pour moi, je pense que ça fait partie de mon chemin, de le dire à haute voix. C'est aussi l'assumer. Assumer, dire oui, j'ai un problème, mais j'essaye de m'en sortir et de trouver d'autres solutions. Et aussi de dire aux gens, c'est pas si simple, c'est pas qu'une question de volonté. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'abri des regards. Rebecca est allée chercher de l'aide, elle aussi, auprès de la consultation de l'obésité du CHUV à Lausanne. Avec une psychiatre, elle travaille sur sa relation avec l'alimentation pour mettre un terme définitif à ses crises de boulimie. Comment ça va depuis la semaine passée? Ça va. L'ingestion est tellement rapide et le type d'aliment aussi est choisi. Fréquemment, c'est des aliments qui génèrent un peu une espèce d'excitation, une envie. C'est des fois des aliments sucrés, gras. Et puis, dans ces moments-là, la personne se sent en effet hors de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter. La perte de contrôle face à la consommation de certaines substances a fait l'objet de nombreuses expériences. Sera, par exemple, apprend vite qu'en appuyant sur une pédale, il est récompensé par une dose de sucre et sa consommation devient frénétique. Une expérience semblable a montré que des rats préféraient le sucre à la cocaïne. Le pouvoir du sucre est bien plus important que celui que nous avons toujours cru. C'est une réalité et cette expérience ne vient que de le conforter. Benjamin Boutrel est le responsable de l'unité de recherche en neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires du CHUV. Sa spécialité, ce sont les mécanismes de l'addiction et de la perte de contrôle. Les adaptations que l'on peut mettre en évidence dans le cerveau d'une personne qui a perdu le contrôle sur sa consommation de nourriture riche en sucre, riche en gras, sont tout à fait comparables aux adaptations que l'on peut mesurer chez une personne dont le comportement est caractérisé par une consommation excessive et incontrôlée d'alcool, de cocaïne ou même de tabac. On peut assez légitimement proposer un parallèle entre l'industrie agroalimentaire et l'industrie du tabac dans la façon avec laquelle ils ont optimisé leurs produits, modifié la nature même du produit, l'ultra-transformation pour l'industrie agroalimentaire, l'ajout d'agents de texture, de goût, d'optimisation de l'efficacité de la nicotine pour le tabac, avec
comme objectif final de pérenniser des consommateurs, voire peut-être d'accroître leur part de marché. Aux États-Unis, Michael Moss a enquêté au sein même des laboratoires de l'industrie alimentaire pour comprendre comment leurs ingénieurs en technologie alimentaire développent ces produits. The industry hates the word addictive, right? And you won't see them in their laboratories, talking to each other, go like, how do we make this new potato chip more addictive? They use other terms to describe their efforts to maximize the allure of their products. They talk about engineering craveability, for example, right? They talk about engineering, one of my favorite expressions is more-ishness, right? As in getting us to want more and more of the product. Ces fabricants ciblent-ils délibérément les consommateurs vulnérables? Right, the industry has a formula they call sort of the 80-20 rule, which is that 20% of their customers will be eating 80% of the product. So a few people eating a whole lot, and they call those people the heavy users, and they will target them through marketing, knowing that those people, for various reasons, are vulnerable to overeating their products. If they focus on that 20% of their customers who are eating 80% of the product, they're going to maximize their sales. Que répond Nestlé, le numéro 1 mondial de l'alimentaire? Vise-t-il ces consommateurs excessifs? Pourquoi continuer à vendre des produits évalués comme malsains par Nestlé elle-même? Pendant plus d'1 heure d'interview, nous avons posé et reposé nos questions. La réponse est presque toujours la même. D'abord, chez Nestlé, ce qu'on aime, c'est d'aider les gens à bien manger. Donc, de mieux manger. Bien manger, c'est l'équilibre entre le plaisir et la santé. La philosophie de Nestlé, comme je dis, c'est d'aider les gens, d'aider les consommateurs à bien manger. Donc, allier le plaisir et l'équilibre et la santé. Et c'est pourquoi une compagnie comme Nestlé offre une gamme de produits à prix abordable, à prix nutritif ou des petits produits gourmands qui doivent être consommés en modération. Mais ça, c'est vous qui le dites ici. On sait dans les faits qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs ou de consommateurs de vos produits qui sont des consommateurs qu'on appelle heavy users, des consommateurs excessifs. Ceux-là, ils vont être presque accros à vos produits. Ben pour nous, en fait, c'est pour ça qu'on met en place plusieurs programmes d'éducation. Donc, que ce soit... Mais vous pensez qu'ils sont accros à certains produits? Accros? Non, je crois pas. Je pense que... Non, ben, en tout cas pas aux produits Nestlé. Je crois pas qu'ils sont développés dans cette optique. Comme je dis, on développe des produits pour s'insérer dans une alimentation saine et équilibrée. Les fabricants ont chacun des stratégies différentes pour capturer une part de nos estomacs. Mais pour Michael Moss, les consommateurs plus vulnérables sont essentiels à leurs affaires. In the sense of defining the word addiction as being kind of this repetitive behavior that some people find difficult to quit, I think that absolutely defines the business model of the processed food industry. Spending every waking hour engineering and marketing their products in a way that causes us not just to love them, but to want more and more. Que font nos autorités alors pour protéger la santé des citoyens? Chez nous, rappelez-vous, le Conseil fédéral fait confiance aux industriels. En 2015, Alain Berset signe avec les 10 plus grands fabricants suisses la déclaration de Milan, où ceux-ci s'engagent volontairement à réduire la quantité de sucre dans les yogourts et les céréales du petit déjeuner. La Confédération monitore ces baisses, mais aucun mécanisme de sanction n'est prévu. Mais ce qu'on constate, c'est que la base volontaire n'a pas fonctionné.
Si on prend la déclaration de Milan, où ils s'étaient réunis en 2015, je crois, M. Berset était là, etc. Ils sont partis en disant « Ok, on va faire un effort, on va réduire le sucre dans les produits ». Et puis le résultat, 3 ans plus tard, c'était 3% de sucre en moins dans les yogourts. J'ai envie de vous dire, on n'a pas vraiment sauvé la santé des générations à venir avec ça. Je veux dire, le volontariat aujourd'hui, il ne suffit plus. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il ne suffit plus. Et en fait, on a déjà 20 ans de retard en termes de prévention. En d'autres mots, il faut une réglementation, à l'exemple de la taxe sur le sucre, adoptée par plus de 50 pays. Mais c'est un instrument qui manque à notre gendarme sanitaire, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas, d'après vous? L'introduction d'une taxe demande un changement de loi, demande une nouvelle loi. Et actuellement, on n'a pas cette possibilité, le Parlement n'est pas prêt à introduire ou de discuter sur une nouvelle loi. En d'autres termes, on est quand même prisonnier du choix que font un certain nombre de parlementaires qui peuvent refléter les points de vue de l'industrie alimentaire, finalement, et des boissons. Alors ça, là, je ne réponds pas. Moi, quelque part, ça m'inspire le fait que les industries alimentaires et leurs lobbies sont trop puissants par rapport à ce que vous pouvez faire. Là, je ne réponds pas. Ça, je pense, ce sont des questions qu'il faut poser aux parlementaires. Eh bien, imaginez-vous qu'on en a contacté 11, et tous les 11 ont refusé l'interview. On retrouve donc Lorenz Hirt, le représentant de l'industrie qui s'exprime à la place des élus du peuple. Lorenz Hirt, qui était à Milan en 2015 avec les 10 plus grands fabricants alimentaires suisses. On peut faire confiance à l'industrie pour changer d'elle-même. Ich denke, in der Schweiz kann man das, ja. On serait un modèle incroyable alors. Nein, ich denke, wir haben heute eine Gesprächskultur auch mit den Konsumentenschutzorganisationen, wo wir wirklich an Lösungen arbeiten, auf verschiedenen Themen. Letztendlich geht es darum, die Produkte herzustellen, die der Konsument auch erwartet und die am Ende honoriert mit einem Preis im Laden. Faire confiance à l'industrie, c'est aussi ce que le gouvernement suisse a recommandé au Mexique, aussi étrange que cela puisse paraître. L'épisode que nous allons vous raconter s'est passé au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'occupe des règles du commerce international. Lors d'une réunion en mai 2020, la Suisse s'est opposée à la loi mexicaine qui oblige les fabricants alimentaires à déclarer les excès de sucre, de sel, de graisse. Souvenez-vous de ces étiquettes noires sur le devant des produits. Pourquoi donc la Suisse s'est-elle mêlée de cela? Obtenue grâce à la loi sur la transparence, des dizaines de mails internes à l'administration fédérale révèlent que c'est principalement sur demande de Nestlé. Ainsi, ce mail envoyé par le département des Affaires étrangères of Foreign Affairs and the State Secretariat for Economic Affairs, or SECO. I was able to speak with who confirmed to me the gravity of the problem and the urgent need for action. Nestlé has approached SECO directly to ask for the support of Swiss officials. SECO refused our requests for an interview, unlike Nestlé. Donc, nous, on était d'accord avec l'objectif. We agreed with the aim of the law, which was to decrease obesity rates and help consumers eat healthy. C'était l'exécution, la mise en œuvre. What we didn't agree with was the implementation of this law, because it doesn't help consumers in their choices. Proposé ou qui est proposé au Mexique. The proposed labeling in Mexico is merely an alarm system and does not encourage consumers to make better choices. Le consommateur à faire un meilleur choix. Vous ne pensez pas qu'il faut une alarme? Isn't an alert necessary when 76% of the population is overweight or obese? C'est le moment de mettre des alarmes. Je pense qu'il faut absolument. Absolutely. You're right. We need to set up educational programs to reduce obesity in the population, to help people make better consumer choices. So, Nestlé wants to create support programs?
What is certain is that the multinational wants to block any statutory requirements. Among the messages sent by Nestlé to the Swiss government is this memo. The proposal is too radical and restrictive and lacks scientific rationale. The warning messages are susceptible of creating unnecessary fear in consumers. We showed the memo to Mexico's Deputy Minister of Health. Mi reacción es producir una risa trágica. My first response is to laugh, but it's a tragic laugh. I laugh because of the rudeness and stubbornness of the food industry. In this case, a very influential multinational corporation. The companies have spent many years developing this rhetoric. I'm not surprised to see them trying to deceive the public, claiming that labeling is not beneficial. Nestlé has now even improved the formulas for a range of its products in order to avoid the dreaded black labels. It's understandable for companies to protect their interests. But economic and private interests cannot be placed above the public interest. That's why we talk about separating the economic interests from political power. The political power of a sovereign nation involves protecting, defending, and promoting public interests. And chief among those interests is protecting children. Nathalie Farpor-Lambert is a pediatrician who spent decades counseling overweight minors, helping them in their struggle toward a healthier diet. In the past, we used to have children who were slightly overweight in relation to their age and height. But today, we have children who are massively overweight, by 20 or 30 kilos or more. What upsets me the most is the fact that children are being manipulated. They are victims of this food system. They can't help it. Often we blame the parents for making the wrong choices and buying unhealthy products. But it's extremely difficult for them to make the right choice. The labeling isn't always clear to everyone. We're violating the human rights of children. And you have to ask how far things will go. Are we willing to sacrifice one or even two generations? On sera prêt à sacrifier une génération, voire deux. For years now, I've been unable to look strangers in the eye. I've suffered so much from the mocking and the insults that I've retreated into my own bubble. Sometimes I don't even think of myself as a person. I'm just this ugly thing. What if you didn't have your children? I'd have let myself go completely and would have been dead years ago. I didn't love myself enough to find an escape. I only did it for my children because I love them and I want them to have a normal mother. C'est un bateau, ça? Ah, un voilier.